Non, 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 oui, moi c'est Jacine. Je prends le bébé. Je désespérais de te voir arriver. Ils n'ont pas cette gêne-là, si on peut dire, mais chacun, on a une particularité, des talents à partager, je dirais même à la limite une fonction. Et puis ma fonction, c'est de vous dire, ben vous n'êtes pas fous. Si vraiment vous n'êtes pas fous, vous avez vraiment raison. Ça aide. Une psychologue, une ex-psychologue vous dit, vous n'êtes vraiment pas fous. Mais vous vivez, on vit dans un monde fou. C'est que ma première réaction, c'était justement ça. C'est bien trop étrange ce qui se passe. Puis j'avais beau, c'était clair, c'était évident. Bon, il ne voit pas ça. On va essayer de comprendre pourquoi il ne voit pas ça de même. C'est surréaliste. Puis plus ça va, plus c'est surréaliste. Puis ça me parle un peu de notre évolution aussi. Comme si ça nous prenait ça pour sortir du système, puis d'être peut-être ailleurs. Moi, c'est cette impression que j'ai, d'être ailleurs. Puis je regarde les gens en ville, puis je me dis, oh boy, je voudrais pas retourner là. Ça, c'est une réaction, mais c'est important pour moi de vous dire que j'ai eu aussi deux autres réactions qui étaient aussi claires que celles que c'est étrange. J'étais convaincue, et je le suis encore, qu'il allait avoir une issue positive à ça. Puis ça, c'est toutes mes observations, mon expérience dans mon domaine. Je ne pouvais pas faire autrement que d'être certaine de ça, je le suis encore. Et l'autre, c'était... qu'est-ce que j'allais dire? Je l'ai marqué. Oui, c'est ça. Il y a un mot qui me venait en tête, c'est révolution. Puis c'est peut-être pas le mot approprié, mais c'était ça à cette époque-là, parce que je me disais, attends, c'est trop complexe, là. Ils mettent les gens en trauma, ensuite l'hypnose qui embarque là-dedans, on le sait, c'est politique. Je voyais à travers le monde exactement les mêmes mots utilisés, on sait que ça vient de mécaniser. Je voyais tout ce que je me disais, oh, il s'installe quelque chose, puis j'étais à la radio à ce moment-là, puis l'animateur me disait en coulisses, ça va-t-il être long de sortir de la peur? Oui, il dit, comment on peut faire ça, tu sais, de sortir? Je dis, ça va être long, hein? Ouais. Puis ça se fait pas comme ça, là. Quelqu'un est traumatisé, quelqu'un a un viol, ça dure 1 seconde, 2 secondes. Il garde ça pour la vie, à imaginer. C'est sûr que ça va être long. Ça va être long comme une plante qui pousse. Alors pour moi, c'était clair que ça allait créer une révolution du peuple et contre l'ensemble des institutions. Parce qu'il y avait trop de choses impliquées. Pour moi, c'est clair que ça va être long, mais ce qui va arriver, c'est que la politique telle qu'on la connaît maintenant, malgré le détour qu'on fait avec... en tout cas, pour moi, c'est un détour obligé qui va faire en sorte que le système politique actuel va tomber, va transformer. L'éducation, je suis la première à vous dire que ça ne vaut pas de la merde. C'est pas normal là, de rester assis pendant des heures pour un enfant. Tout, là, la médecine, évidemment, on l'a vu avec le... Ça n'a aucun sens. En Suède, les enfants ne portaient pas de masque, hein? Pas de bulle, rien de ça. Puis il y a moins de morts qu'ici. C'est vrai que ça se posait des questions. L'éducation. La médecine, on a perdu confiance dans la médecine. Ben, ça aussi, c'est un défi là, pour nous de recréer quelque chose. Puis à tous les niveaux, financiers, évidemment, politiques, journalistiques. Toutes ces institutions-là, à mon avis, progressivement vont s'effondrer. Et c'est ça le grand défi, c'est de reconstruire. La nourriture, pour ce qu'on met dans notre corps, qui n'est pas mieux que l'essence. Souvent, je dis, les hommes connaissent plus leur char que leur propre corps. Puis je disais ça à mon gars, tu fais attention à l'essence que tu mets dans ton char, mais tu manges n'importe quoi. On est en train de redécouvrir ça.
Ben oui. Mais nous, les femmes, la maison aussi, hein? On a chacun nos limites, vraiment. Alors, on a des défis, je vous en énumère quelques-uns. C'est un peu comme les semences que je plante aujourd'hui, parce que ben, je pense que c'est pas le temps de se croiser les bras, mais on peut faire des choses toutes naturelles et toutes simples. Puis un des défis que j'ai réalisé, c'est en visitant une usine en Suède. Une usine où je voyais des photos d'anciens temps, c'était des travailleurs, mettons une centaine de travailleurs qui avaient été présents à cette époque-là. Puis les mêmes travailleurs étaient dans la rue avec des pancartes à dénoncer les mauvaises conditions de travail. Puis là, j'ai eu un flash qui me ramenait à un livre que j'avais lu. Bon, au début de cette crise-là, j'ai lu un livre que je nommerai pas, mais qui a fait en sorte que ma chaîne YouTube, elle a été effacée complètement. Alors, c'est un livre qui avait l'air important pour certains. Et ce que disait ce livre-là et le flash que j'ai eu, j'ai dit, mon Dieu, on nous a traités comme du bétail. Depuis l'ère industrielle et bien avant, je veux dire, comparer les gens dans une usine à, je suis désolée pour ceux qui ont travaillé ou qui travaillent dans une usine, mais c'est vrai que quand on y pense, les tables, l'usine, il y a des liens à faire, en tout cas. Juste visuellement, là, il y a des liens. Et puis, en psycho, c'est sûr que moi, la réaction, c'est toujours de me demander, mais comment la personne qui me consulte, par exemple, qui se sent comme du bétail, comment elle peut faire pour s'en sortir? Et ce qui me vient, c'est que, imaginez qu'il y a eu un mépris. Quelqu'un qui vous a traité avec mépris, qui est un grand patron, ou un Legault, Trudeau, quelqu'un qui a vécu pendant là, une année à dire, vous allez porter un masque, puis wow, 8 millions de personnes portent des masques, hey, c'est fun. Hein, il se sent imbu d'un pouvoir, puis dans le fond, il vous a traité avec le mépris, du fait que vous êtes soumis à une autorité puis à une décision qui n'a pas de sens, à docilité, comme des animaux, comme un chien bien dressé. Mais écoutez, ce à quoi je veux en venir, c'est quand la personne qu'on méprise fait ce qu'on dit faire, c'est quoi le message qu'on passe? C'est correct? T'as bien raison de me traiter avec mépris. Comment on le fait, fais-le donc? Je mérite pas plus que ça, pas plus que ça. J'aimerais ça qu'on réalise ça, que, puis vous l'avez entendu, à partir du moment où on se penche parce qu'on dit de te pencher, ben les gens justifient leur action. Alors pour moi, c'est sûr que c'est à nous de jouer maintenant, puis à refuser ce mépris-là, mais avec une confiance qui peut se percevoir dans votre voix. Puis c'est aussi pas l'occasion de se défendre quand on vous dit que vous êtes égoïste, parce qu'à partir du moment où vous acceptez d'argumenter là-dessus, vous acceptez aussi ce qu'on vous dit. Alors, il s'agit d'éviter certaines trajectoires qu'on pourrait prendre avec autrui, puis même avec l'autorité, qui confirment cette autorité-là. Je ne sais pas si vous percevez ce que je vous dis. Ça a-tu du sens? Oui. J'essaie de vous partager mes connaissances. Comme nous, c'est des gens bienveillants, c'est des gens aussi altruistes, hein? Tellement altruistes qui ont pensé au bien commun pour nous protéger. Et je crois que la meilleure façon d'agir avec eux, c'est avec empathie. Je me dis ce que je fais, moi, puis je suis pas meilleure qu'une autre, là, parce que j'en ai pas vu beaucoup, moi, des gens masqués, là. En Suède, il n'y en avait pas de gens masqués. Alors, j'ai pas beaucoup de pratique, puis je suis pas aussi là, exaspérée de tout ça. Quand je rencontre quelqu'un qui a un masque, qui est derrière un plexiglas en plus, j'ai dit, t'es-tu tannée de porter le masque? Puis j'ai dit avec un ton, tu sais, qu'elle perçoit que je suis en train de me moquer d'elle, es-tu tannée de porter le masque? Puis en général, je vous jure, on discute ensemble. Puis je lui dis, je te comprends. Puis oui, on est tous tannés de ça. Puis j'ai semé une graine, puis je m'en vais. Alors je pense que l'empathie, c'est une force qu'on a. Vraiment, vous avez des valeurs tellement profondément humaines que vous êtes tous des héros. Vous êtes des héros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Écoute, vous êtes des héros d'avoir eu le coup avec toutes ces étiquettes-là qu'on vous a données, avec une masse de personnes contre nous. Combien d'entre vous êtes seuls dans votre famille à ne pas être injectés? Combien? Seuls. Dans la famille, ben, tu sais. Oui. Mais deux, c'est seul. C'est contre tous. Mais vous avez vécu ça 2 ans. On n'avait pas eu la chance jusqu'à maintenant de vivre notre héroïsme, mais là, on le vit. C'est merveilleux. Vous êtes tenus debout avec vos valeurs.
C'est que là, c'est plus le temps de baisser, de se baisser, puis de perdre. Regagner la confiance, c'est dans le fond ce que je suis venue vous dire. Regagner la confiance, parce que vous êtes tous des belles personnes. Puis c'est relativement assez simple, à mon avis, le chemin qu'on est en train de prendre. Il s'agit d'une part de mieux se connaître, parce que ça aussi, on a embarqué dans quelque chose de complètement stupide. Rendez-vous compte qu'on passe au moins 98% de notre temps à faire des choses futiles. Je vous dis ça, c'est que les gens qui sont à veille de leur mort, là, vous savez ce qu'ils disent? C'est pas ça l'important. C'est pas l'argent que j'ai gagné, c'est pas la maison que je me suis achetée, le char. C'est pas ça. L'important, c'est l'amour. L'amour que j'ai pu vivre avec quelqu'un aussi. Les moments où je me suis sentie tellement bien, dans la béatitude, dans la nature. C'est ça l'important. On passe, ils nous ont... Moi, j'ai embarqué là-dedans. J'ai dit, la plupart de notre temps, on le passe à se préoccuper. Oui, est-ce que mon plancher est propre? Il y a la visite qui s'en vient. Qu'est-ce que j'ai dans le frigo? On s'en fait pour des futilités où on passe beaucoup de temps à travailler. Ça, c'est aussi un défi très, très important. Je voulais écrire un livre plus jeune, L'homme ou l'humain, l'animal le plus bête. J'avais ça en tête, parce que je me disais, il n'y a pas un animal qui se lève avec le réveil. Avec un cadran. Vous savez, cette machine-là qui fait dring-dring, là? Moi, j'en connais pas. Avec le soleil. À l'aube, vous les entendez chanter, les oiseaux. Naturellement. Puis qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ben, ils se nourrissent, ils volent, ils s'amusent. Moi, j'ai réalisé que les oiseaux s'amusent beaucoup. Ça va nous apprendre beaucoup. De détourner notre regard sur quoi? C'est qu'ils ont mis en place, puis j'aime pas ça dire ça parce que ça nous déresponsabilise, puis c'est pas le cas. On a vécu dans un système orienté vers la consommation en vous disant que votre bonheur, c'est d'acheter des affaires. Puis là, des marques nouvelles. Toutes sortes des vêtements pour les femmes, les hommes aussi, puis des bidules électroniques pour les hommes, des chars. On a vécu là-dedans. Puis c'est ça qui fait qu'on est des esclaves. J'aime pas ça dire ce mot-là, mais c'est vrai qu'on est esclaves de cette société de consommation. Mais si on s'en libère, c'est ça la bonne affaire. Ils sont en train de nous dire qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter des biens. Tant mieux. On va en acheter moins. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé de partager, de s'entraider. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils travaillent pour nous en ce moment. Et puis si on partage plus, qu'est-ce qui va arriver? On n'aura pas besoin de travailler autant. Ça, c'est difficile pour nous. Moi, j'étais une work-alcoolique. J'ai travaillé 3 jobs monoparentales, j'ai pas arrêté. J'ai vraiment embarqué là-dedans après. Alors, nous, on doit se convaincre que c'est correct de ne pas travailler autant. C'est dur. On a un genre de tendance à la performance à tous les niveaux. Ça, c'est un défi. L'autre défi, c'est le défi des statuts. Pas de la statue de la liberté, des statuts. Pourquoi? Parce qu'on a appris que la personne là, qui a fait X années d'études, puis là, a réussi à avoir un papier, un bout de papier, sur lequel c'est écrit Lucie, psychologue, Juliette, je sais pas trop, médecin. Puis là, ce papier-là, là, en plus, on va le mettre sur le mur. Puis après, on va pouvoir porter un sarrau. Mais nous, on a appris là, que cette personne-là, c'est mieux que nous, que c'est bon pour nous. On a appris ça pendant 2 ans, vous avez dit. Et je trouve que c'est l'occasion en or d'arrêter de croire à ça. Puis ça, c'est un défi. Quand on est malade, on pense tout de suite aux médicaments, mais on pense à médecin. Puis là, on est en train de dire, de redécouvrir qu'il y a des médicaments naturels. Puis Bernard me disait tout à l'heure, moi j'ai tout dans mon corps pour vivre. Comment tu dis ça, Bernard? J'ai tout. J'ai tout pour rester en santé, pour me soigner. Mon corps, je connais tout. C'est vrai. Notre corps est l'hôpital le plus performant, mais on l'a mal nourri, c'est ça, hein? Puis on l'a stressé à vouloir travailler beaucoup, à vouloir tout faire. Alors c'est nos défis à nous. Et parce que mon impression, c'est, mettons qu'il va y avoir une forme d'autodestruction, puis on peut penser qu'il y a des gens qui vont mourir dans ce système qui n'a pas d'allure. Et imaginons qu'à côté, il y a des gens qui restent en santé mentale et physique, qui s'entraident, qui se rencontrent pour chanter, faire de la poésie, danser ensemble, qui sont heureux. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un choix à faire pour ces gens-là. Est-ce que je continue dans ce sens-là ou je commence à m'intéresser un peu à ceux qu'on dit qui étaient fous, qui étaient terroristes maintenant, complotistes? On est là, c'est pas extraordinaire d'être là. Je suis sûre que vous êtes comme moi, jamais j'aurais cru participer à cette transition-là, puis on a cette chance-là. Malgré les souffrances, ou avec les souffrances.
C'est un cadeau. Tout à fait. C'est un beau cadeau. Puis en plus, on apprend des choses. Puis ça, je vous dis ça pour terminer. Ça prenait ça. J'avais jamais su ça, la corruption. La corruption. J'ai dit ça à Jean Charest. Non, moi, je ne croyais pas à ça. Avant ça, j'avais pas vu ça. Ben non. Ils n'ont rien dit. On était naïfs. Ben, moi, je pense qu'on est gentils. On est gentils. Puis même le mot gentil, ça a été... Il y a eu des préjugés autour de ça. Moi, j'ai enseigné la gentillesse à l'université, imaginez. Et mes collègues qui me regardent sont des spécialistes de la dépression et de l'anxiété. Ils disaient à mes étudiants, crois pas Lucie, ce qu'elle dit, ça se tient. J'ai vécu ça. La gentillesse, c'est être niaiseux. Ne soyez pas gentil, soyez vrai. Il y a quelque chose, c'est vrai ça, mais retrouvons la valeur de la gentillesse. C'est tellement... Qu'est-ce qui arrive quand vous êtes avec quelqu'un de gentil qui vous ouvre la porte, qui vous dit bonjour madame? On dit merci, puis on a envie de faire la même chose à l'autre. Il y a une contagion dans la société. C'est de même que ça marche, autant pour le mal que pour le bien. Ça nous a permis de rencontrer des personnes comme toi. Exact. Extraordinaire. On ne connaissait pas et on n'avait pas cette ouverture-là. On ne savait pas. On savait Jamais vous aurez été là. Tu veux dire quelque chose, Manon? Oui, ben, tu sais, il parle souvent de la grande réinitialisation. Il va en avoir une, mais c'est celle de l'humanité. Je le répète constamment. Le grand réveil. On voit tellement bien fait. Tu sais, Le grand réveil. moi, l'année passée, je voyais toujours le message « Nourrir sa joie ». Puis je le fais tellement bien, puis effectivement, c'est très, très, très nourrissant. Je suis impliquée dans beaucoup, beaucoup de groupes. Puis tu vois ici, là, il y a déjà 10-12 personnes là, de différentes régions que je connais. Parce que quand on diversifie sur nos activités, ça nous force. En tout cas, les belles âmes qu'on a rencontrées, ils viennent à nous. Ça se fait tout seul. La vie est vraiment simple. Cassez-vous pas la tête. La Les loi bonnes d'attraction. personnes vont venir à vous. C'est justement de ça que je vais parler pour terminer. C'est exactement ça, parce que tu dis, on a appris tellement de choses sur la corruption, sur ce monde laid, mais sur le monde beau aussi. Et puis le monde beau, c'est quoi? C'est entre autres ce qu'on ne voit pas, mais qui existe vraiment entre nous en ce moment même. Ce qui m'a intéressé beaucoup, après avoir enseigné longtemps le bonheur, c'est tous ces phénomènes qu'on ne voit pas, mais qui ont lieu entre deux personnes, par exemple. Je vous partage une anecdote. J'enseignais donc la psycho à des futurs psychologues au doctorat, quand même assez important. Puis on faisait des démonstrations en classe. Donc j'intervenais, je leur montrais comment on intervient auprès d'un client dans la classe. Puis après l'intervention, je me retournais pour les questions. Puis je me rendais compte qu'il s'était passé quelque chose. Eh bien, d'abord, le client avait pleuré. Puis il y avait une émotion palpable. Les gens pleuraient en classe. Et les étudiants me demandaient, mais est-ce que ça va? C'est beau? Les gens me demandaient, ou les étudiants plutôt me demandaient, mais qu'est-ce que c'est, Lucie? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la seule réponse qui me venait, c'est l'amour. C'est je l'aime. Ça, on n'ose pas trop dire ça à nos clients, je t'aime. Et puis, je me sentais un peu mal d'avoir que cette réponse-là. Alors, après, j'ai commencé à chercher, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et c'est là que je me suis intéressée à, entre autres, les expériences de mort imminente et la physique quantique. Et tout ça étant en lien, pour moi, ça avait du sens. Pourquoi? Parce que les gens qui meurent et reviennent à la vie nous racontent une histoire qu'ils ont vécue, puis c'est trop commun là, pour douter de cette histoire-là. Il y a certaines choses qu'ils disent, c'est, entre autres, j'ai expérimenté un amour plus grand que celui terrestre. Cet amour-là qui est en nous. Et l'autre chose qu'ils disent, qui me passionne, c'est je suis revenue à la vie et j'ai réalisé que c'était comme un rêve, la vie terrestre. C'est comme lorsque je rêve. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis mon impression actuelle, c'est vrai, c'est comme si ce qu'on vit, c'est une grande histoire, une pièce de théâtre, un scénario. Et qu'il y a d'autres choses de plus importantes. Quand je ferme les yeux le soir, j'ai l'impression que ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne change pas, mais le décor, l'extérieur, il change constamment. Peu importe si je suis en Suède, en Provence ou ici. Alors c'est ça pour moi la vérité. C'est une vérité qu'on redécouvre. C'est que dans notre cœur, je vais juste terminer, quand on a dans notre cœur des beaux sentiments, la gratitude pour moi, l'émerveillement, l'amour, le bonheur, ces sentiments-là irradient et attirent
pour moi, attire une réalité qui ressemble à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et je vous le dis avec grande confiance parce que comme j'ai travaillé pendant 25 ans avec des gens qui apportaient avec eux leur malheur, je pouvais voir aussi que certaines personnes avaient dans leur cœur ce malheur-là et créaient autour d'eux des événements malheureux. Et il y avait tout un travail intérieur à faire. Alors ça, c'est une grande découverte parce que c'est très simple, mais on doit apprendre ça. À ce qu'il se passe à l'intérieur de nous des belles choses. Puis ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être malheureux, en colère. Non, non, c'est pas ça. On sait que quand on vit ça, on doit se libérer de ça puis revenir si on veut que la vie la vie qui se réalise autour de nous ressemble à ce qu'on désire vraiment. Tu voulais dire quelque chose? Ça, c'est deux choses qui m'ont frappé au début, c'est comment ça se fait que ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte, puis tous ceux qui osaient là, parler sur Internet, parlaient d'amour. C'est pas anodin, là, on a pris ça pour... Pourquoi l'amour? Il aurait pu parler d'autres choses, parler d'amour. Et puis aussi, j'ai réalisé, mais si le monde est si laid, comment ça se fait que ce qui pogne le plus, c'est les chansons d'amour? C'est parce que ça nous habite, parce qu'on a un désir d'amour, un besoin d'amour. Vous avez été à Ottawa? Non, qui a été à Ottawa? Qu'est-ce que vous pouvez raconter sur ce qui s'est passé à Ottawa? L'entraide. L'humanité est amour, la vie est amour. Regardez. Les gens qui disent « Ah, les humains, ils vont toujours être en guerre. » Non, non, moi j'ai compris ça aussi. Là. Comment on peut semer la zizanie, vous avez vu ça? Ça s'était fait au Rwanda, je me souviens. On avait utilisé le mot cancre, pas cancre, insecte. Il y a un insecte, en tout cas, il y avait deux tribus, puis je chicanais parce que dans la radio, on avait commencé à dire « L'autre, là, c'est un insecte, on peut l'écraser. » Ben ici, c'est quoi les termes qui ont été utilisés? Pour faire penser que vous étiez des méchants dangereux. C'est vraiment ça, semer la peur et puis le danger, il faut se protéger de vous. L'humanité est bonne. Ça, c'est aussi dans la recherche qu'on découvre que quand il y a la crise du verglas, qu'est-ce que les gens font? S'entraident. C'est naturel, cette entraide-là. Alors, il s'agit juste de faire un grand ménage, c'est ce qu'on est en train de faire, un grand ménage dans nos idées, dans toute cette société-là, en sortir, puis recréer quelque chose de beaucoup plus naturel. Il y a tellement de ressources, Marc, avec qui je voyage, on voit des champs remplis, mon Dieu, on est en abondance, c'est pas vrai qu'on va manquer on a tout ce qu'il faut en nous et autour de nous. Voilà, je vous laisse la parole, puis après un certain temps, on va se lever, puis on va aller vers quelqu'un d'autre. Oh, merci! Jérôme, c'est Jérôme qui nous accueille aujourd'hui. Merci. On t'aime, moi je t'aime aussi.